Bompard, bonjour. Bonjour. Bonjour Manuel Bompard, on vient d'assister à la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran. Je voudrais qu'on regarde un peu l'émotion d'Agnès Buzyn au moment d'abandonner son poste. Est-ce que vous comprenez cette émotion? Est-ce que pour vous, Agnès Buzyn a été une bonne ministre de la Santé? Ah non, je pense pas qu'elle a été une bonne ministre de la Santé. D'ailleurs, la crise des urgences dure maintenant depuis plusieurs mois dans notre pays et qu'elle l'a pas résolue. Après, je peux comprendre d'un point de vue personnel son émotion de quitter son ministère. Mais en tant que ministre de la Santé, malheureusement, non, son bilan il est pas satisfaisant. Et donc, je ne sais pas si sa candidature n'est finalement pas une forme d'exfiltration du gouvernement de la part d'Emmanuel Macron qui s'est dit perdu pour perdu, je trouve une opportunité de changer quelque chose dans mon gouvernement. Parce que ça aurait été un maillon faible du gouvernement, Agnès Buzyn? Ah, je pense que c'est un maillon faible du gouvernement. Écoutez, elle ne sait pas, dans sa gestion de la crise des urgences, chaque semaine, vous avez des chefs de service qui disent il faut trouver des solutions. Et elle a montré une forme d'inflexibilité, de manque d'humanité qui, à mon avis, n'en faisait pas une bonne ministre. Je ne pense pas qu'elle a géré ce ministère avec talent. Donc la question qui est posée maintenant, c'est pourquoi part-elle à la mairie de Paris? Moi, je forme l'hypothèse que finalement c'est une forme d'exfiltration. Et puis l'autre question que je me pose, moi, en voyant ça, c'est pourquoi quand il s'agit du Premier ministre, il peut rester au gouvernement tout en conduisant la liste au Havre, mais quand c'est Madame Buzyn, elle doit démissionner. Alors est-ce que c'est parce que le Havre est moins important que Paris? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est parce que le Premier ministre a moins de travail que la ministre de la Santé? Le gouvernement dit justement parce que les dossiers sont tels au ministère de la Santé qu'il faut y être à plein temps et qu'on ne peut pas faire campagne. Et pas en tant que Premier ministre? Justement, concernant le coronavirus, elle dit les services de l'État fonctionnent. Est-ce que pour vous c'est un abandon de poste ou vous admettez que les services de l'État, dont vous dites souvent qu'ils sont dévoués, les fonctionnaires, fonctionnent bien et travaillent bien sur cette résolution de la crise du coronavirus? Je pense qu'ils travaillent bien. Je pense que, sauf erreur de ma part, la crise est plutôt bien gérée. Je n'ai pas de remarques à faire particulières sur le sujet. Par contre, c'est elle-même, Madame Buzyn, qui en début de semaine a dit avec le coronavirus, je ne peux pas être candidate. On parlait à l'époque d'être tête de liste dans un arrondissement. Même pas en début de semaine, il y a 2 jours. Voilà. Bon, donc maintenant, elle a renoncé à ce poste-là. Très bien. Maintenant, il y a une bataille électorale qui vient. Je trouve qu'un aspect positif, c'est que maintenant les Français pourront faire coup double, battre Madame Buzyn et en même temps en profiter pour sanctionner la politique gouvernementale. C'est votre adversaire à Paris, Agnès Buzyn, désormais? La candidate que je soutiens, Danielle Simonet, à Paris, a plusieurs adversaires. Oui. Madame Dati, Madame Buzyn, et elle a une concurrente qui est Madame Hidalgo. Ah, c'est une concurrente, c'est pas une adversaire? Je pense qu'on peut pas mettre sur le même plan Madame Hidalgo que Madame Buzyn, qui est porteuse de la politique gouvernementale, ou Madame Dati, qui au niveau national, se retrouve plutôt dans les thèses qui sont des thèses de droite. Donc, bien sûr que non. Maintenant, Danielle Simonet, c'est notre candidate, c'est la candidate qu'on soutient, et elle a un certain nombre de choses à dire sur le bilan de Madame Hidalgo. Lesquelles? Alors ça, il faut te poser la question à Madame Simonet. Moi, je suis pas candidat aux élections municipales à Paris, mais sur la question du logement, par exemple. Vous l'avez dit, les unes sont des adversaires, l'autre une concurrente. Tout laisse à croire qu'Anne Hidalgo sera devant, et nettement devant Danielle Simonet. Anne Hidalgo est créditée de 23% dans les sondages, Danielle Simonet de 5%. Pour battre vos adversaires, est-ce que l'union avec celle qui n'est que votre concurrente est-elle automatique, souhaitable? En tout cas, c'est certainement pas moi qui vais prendre la décision à la place de Danielle Simonet, vous pourrez le comprendre. Vous êtes influent à la France Insoumise. Non, mais après, vous savez aussi comme moi qu'à Paris, on parle d'un scrutin par arrondissement. D'accord. Et que les choses vont dépendre de ce qui va se passer dans les arrondissements. Oui, il faudra faire quand même des unions. Même si on les fait par arrondissement, ça dépend, monsieur. Pour gagner, il faut des unions. Quand on fait plus de 10% dans un arrondissement, vous maintiendrez? On est en capacité de se maintenir. Oui. Mais on se maintiendra si ça ne permet pas à Madame Buzyn, par exemple, pour la candidate de Madame Buzyn dans cet arrondissement, de pouvoir l'emporter. Donc ça dépendra cas par cas, arrondissement par arrondissement, et je pense que nos candidats feront et prendront les bonnes décisions. Mais les bonnes décisions, si je vous comprends bien, c'est de faire l'union si elle est nécessaire pour battre Madame Buzyn ou Madame Dati. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que Madame Buzyn et Madame Dati sont des adversaires principaux. Et en l'occurrence, Madame Dati porte l'image de la politique gouvernementale qui n'est pas déconnectée des politiques municipales. C'est clair, vous ne le dites pas, mais vous préférez faire élire Madame Hidalgo. Je préfère faire élire Madame Simonet, moi. J'en doute pas. Retour sur l'affaire Benjamin Griveaux, est-ce qu'il a eu raison de démissionner? Ça, c'est sa décision personnelle. En tout cas, les pratiques qui ont été utilisées à son égard ne sont pas acceptables. Et Benjamin Griveaux est un adversaire politique résolu, qui honnêtement avec qui j'ai de gros désaccords, mais je suis pas d'accord avec le fait qu'on règle des problèmes ou qu'on se livre à de tels coups bas dans une campagne électorale. Alors les coups bas ont été portés
en partie par Juan Branco, l'avocat du Russe qui a fait ça. Il était candidat LFI aux dernières législatives et avocat de Jean-Luc Mélenchon jusqu'en 2017. Est-ce que, à la réflexion, vous l'avez pas investi un petit peu trop vite? Non. Est-ce que vous avez posé la question à La République En Marche de M. Sonneforger, qui est celui qui a relayé? Mais je lui poserai bien volontiers, parce que vous avez raison, la question se pose. Bon, alors maintenant, M. Branco lui-même, il dit lui-même qu'il a rompu avec la France Insoumise. Donc je trouve que depuis vendredi, il y a une tentative d'essayer de créer un fil entre ce qui s'est passé et la France Insoumise, qui est tout à fait détestable. La France Insoumise n'a strictement aucun rapport avec ce qui s'est passé. Il a été candidat pour la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc je vous pose la question. Eh ben, ma réponse, elle est très claire. Les responsables de la France Insoumise ont tous, de manière unanime, dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce type de pratique. Donc, M. Branco le fait très bien, c'est son choix. Mais en l'occurrence, il n'a rien à voir avec la France Insoumise, avec laquelle il a rompu. Et je vous rappelle même que la dernière affaire qu'il a sortie, c'était pour attaquer M. Ruffin, qui, sauf erreur de ma part, est membre de la France Insoumise. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas très sérieux. Nous n'avons rien à faire dans cette affaire. Et nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on utilise la vie privée pour disqualifier des militants ou des candidats à une élection. L'examen du texte pour la réforme des retraites commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci dans l'hémicycle. Est-ce que vous allez avoir le même comportement dans l'hémicycle que vous l'avez eu en commission, c'est-à-dire faire alors vous appelez ça la grève du zèle, d'autres appellent ça de l'obstruction? Bien sûr qu'on va avoir le même. Pourquoi? Parce qu'on utilise tous les moyens constitutionnels qui sont à notre disposition. Le droit d'amendement en fait partie pour essayer de ralentir. Combien d'amendements pour la séance Là, il y a à peu près 40 000 amendements qui ont été trouvés, dont 22 ou 23 000 par la France Insoumise. Mais vous savez, c'est pas aux oppositions de se soumettre au calendrier décidé par la majorité parce que ça l'arrange, parce qu'elle veut boucler le projet avant les élections municipales. Donc, j'ai entendu dire le travail en commission a été interrompu parce qu'il y avait trop d'amendements. Non, le travail en commission a été interrompu parce que le gouvernement a choisi de ne pas prolonger la durée d'examen du texte en commission. Donc, il peut très bien le faire. On peut parler d'eux quand même. Parce que 20 000 amendements, ça n'aide pas à aller au bout. Et là, bien sûr. 40 000, ça n'aide pas non plus. Mais vous êtes d'accord qu'on parle d'une réforme pour 2037? On a un peu le temps. Que répondez-vous à ceux qui disent du coup on ne pourra pas débattre sur le fond alors que vous-même souhaitez ce débat sur le fond? C'est pas vrai, parce que regardez par exemple en commission, le fait qu'on ait déposé tous ces amendements a obligé le gouvernement et ça nous a permis de lever quelques lièvres, notamment la question de comment on allait revaloriser les pensions, où le gouvernement avait dit c'est sur les salaires et en fait ils se rendent compte que c'est sur un indicateur qui n'existe même pas. Donc vous voyez que ce travail-là, il permet aussi de faire sortir des points et c'est très important de le faire. La France Insoumise se bat pied à pied, elle utilise tous les moyens à sa disposition et là en l'occurrence le moyen d'amendement avec un objectif, obtenir le retrait de ce projet de loi. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci à vous.